On va parler, bien sûr, de cette rentrée politique, mais d'abord un mot sur les vacances de François Hollande. Il n'y a pas eu, cette année, de photos de François Hollande en maillot de bain se mettant de la crème solaire. Il n'y a pas eu non plus de feuilleton autour de sa vie privée. C'était des vacances secrètes. Est-ce que ces vacances, au moins, étaient réussies, Christophe Barbier? À moitié seulement. Je pense qu'il a réussi un contraste de communication avec Nicolas Sarkozy, qu'on a beaucoup vu, lui, commentant le Tour de France dans le Parisien Magazine, montrant ses vacances en Corse à la une de la presse People. Et donc, de ce côté-là, le contraste par la sobriété est plutôt positif pour François Hollande, qui est président, donc il ne peut pas se laisser aller à la même communication heureuse. Il y a trop de soucis en France. En revanche, cette disparition, puisque ça a été plus une disparition que des vacances, même si ça a été bref, le laisse quand même un peu trop absent sur des dossiers très importants. Je ne pense pas tant aux dossiers qui ont occupé les Français, c'est-à-dire la crise du port, etc. Les ministres étaient là. Je pense surtout au problème des migrants. On a vu Angela Merkel être en pointe, où on a vu les autorités internationales froncer les sourcils à l'égard de l'Europe, et François Hollande ne pas communiquer assez. C'est moins grave que son absence en 2012 sur le drame syrien qui explosait à ce moment-là, mais c'est un peu pour moi de même nature. Des vacances en demi-teinte, vous êtes d'accord avec ça? Moi, je trouve ça incroyable. On a un président de la République qui part en vacances, on ne sait pas où, on ne sait pas avec qui. Alors, il y a des supputations. L'homme qui n'aime pas les riches est allé dans une superbe villa appartenant à la famille Tétinger. Les fantasmes sont là. Je trouve ça pas sain. On devrait savoir où il part en vacances? Oui, parce que quand même, il y a des moyens de sécurité, il y a des moyens, c'est la République qui paye. Dans tous les pays du monde, il y a au moins un communiqué. Madame Merkel va 4 jours sur son île du Schmoll. Il y a que Poutine, on ne sait pas, voilà, qui peut disparaître. Mais enfin, bon, si on compare la France à celle de Poutine, moi je veux bien. Mais c'est dans toutes les démocraties, on sait ce que fait le président. Il est joignable, il intervient en direct de son lieu de vacances et personne n'y voit mal. Il a le droit de prendre quelques jours de congé et de s'exprimer, quand même, de s'intéresser, comme vous disiez, aux décès des migrants. Et moi, mon interprétation, parce que jamais Sarkozy ou même Chirac n'aurait pu disparaître comme ça sans que la presse vraiment s'énerve, mais je crois qu'effectivement la France est, comme le dit l'Express, anesthésiée. Finalement, ça n'a aucune importance, ne sert pas à grand-chose. Il y a une indifférence autour de ce que il a fait le disparu, président. on n'en est pas une phrase que près, il va en scooter, il a une femme, puis une autre, il part en vacances, il dit qu'il va redistribuer parce que ça y est, maintenant l'économie va mieux, mais là, c'est ce qu'il a dit au Conseil des ministres ce matin, en quoi l'économie va mieux, pourquoi il va redistribuer. Je crois que les Français sont indifférents, voilà, ils sont devenus indifférents, parce que je pense que sinon, c'est admissible qu'un président de la République, il faut savoir ce que c'est que le président de la République en France, quand même, disparaissent. Enfin, c'est le roi. Le roi, avant, on a assisté même à son coucher et à son lever. Normalement, on doit savoir, on ne veut pas rentrer dans la chambre, on veut savoir ce qu'il fait, où il est, quel style de vie il a. Et on lui a parfois reproché aussi la pipolisation à ses dépens. C'est pas lui qui l'a mise en scène, mais enfin, on a vécu avec ça la rentrée dernière, c'était le feuilleton Trier-Valeur. Est-ce que c'est pas aussi une manière de prendre le contre-pied en se mettant totalement en retrait sur cette petite parenthèse privée, Jérôme Fourquet? Je pense qu'il y a ça. Hein. Il a été très marqué, notamment par ce qui s'est passé à l'été 2012, où il y a eu un retard à l'allumage très, très fort entre la crise économique qui s'aggravait et François Hollande qui était en vacances. Les Français étaient très inquiets de ce qui se passait et la cote de popularité a commencé à dévisser dès l'été 2012. Et depuis ce moment-là, il a toujours eu un train de retard. Et donc, il a sans doute très bien analysé cette séquence. 2013, ça ne s'est pas bien passé non plus. Je serais un peu plus clément. Je pense que les Français comprennent que le président puisse prendre des vacances, même qu'il soit un petit peu absent. Il a été très présent sur l'affaire grecque jusqu'au 14 juillet et un peu après. Ce que je pense qui est plus grave, en revanche, comme disait Guylaine Ottenheimer, c'est que lui, comme Manuel Valls, aujourd'hui tiennent un discours qui apparente à un déni de réalité en matière économique. On va y revenir, ça, et très Nicolas largement. Sarkozy a flairé quelque part la faille et il s'y est engouffré. Donc ça, c'est ça qui est, à mon avis, beaucoup plus préoccupant que ce qu'il a fait ou où il était pendant ses vacances. Hélène Pilichowski, une rentrée cruciale, c'est le titre de cette émission. Elle est particulière, cette rentrée? Oui, elle est particulière. Je voulais juste dire, particulière, c'est un peu un marronnier, la rentrée cruciale. Je me demande si on a déjà eu des rentrées qui n'étaient pas cruciales, d'ailleurs. Vous savez, dans la presse, ça arrive. Oui, en même temps, on se dit que c'est la dernière où il peut impacter avant une présidentielle. Oui, c'est vrai. Le dernier budget en année pleine avant la présidentielle, bien évidemment. Pour ce qui est des vacances, on peut s'étonner effectivement que François Hollande ait dépensé
tant d'énergie à cacher son lieu de vacances. Ça, c'est un peu dommage. Et je ne crois pas que son absence soit regrettable par rapport à son rôle de président et à l'action qu'il peut mener pendant ce temps-là. Comme vous l'avez dit, effectivement, il y avait des dossiers importants. Peut-être tout le monde comprend fort bien qu'un président, il ne s'est pas absenté longtemps, mais à peine une semaine, moins d'une semaine. Donc, c'est pas ça. Mais ce qui est peut-être dommageable pour lui, c'est que sa cote de popularité qui n'est pas donne est due aussi au fait qu'on le connaît mal. Les gens se demandent encore... Toujours. Mais oui, qui est-il? Qu'est-ce qu'il a au fond de lui-même? Qu'est-ce qu'il pense? Comment il vit? Quel est son idéal? Et puis, il ne montre rien. Il planque tout. Pourquoi? Je me demande s'il a bien compris ce désir des Français de mieux connaître sa personnalité qui reste après tout assez mystérieuse. On ne sait pas s'il est vraiment ambitieux, s'il s'en moque, qu'est-ce qu'il veut faire réellement. Il y a un tas de questions et quelqu'un qui aurait dit, et Guylaine l'a très bien expliqué, quelqu'un qui aurait dit moi en vacances c'était important d'aller à tel endroit pour telle raison, j'ai voulu réunir ma famille, j'ai voulu lire telle chose, j'ai voulu aller à un festival pour voir comment ça se passait dans un festival. Il aurait expliqué un peu quelque chose sur ses vacances, moi je pense que ça aurait été positif pour lui. Alors la rentrée cruciale, on a une émission pour lui, savoir si elle est importante au fond. Elle est importante. À la fois économiquement et politiquement. C'est-à-dire que dans un an, ça sera peut-être trop tard pour redresser la barre, trop tard pour être le favori, même s'il se présente, pour être vraiment assuré de se présenter. Là, c'est là que ça va. C'est maintenant que ça se joue. Alors, le premier Conseil des ministres a commencé, c'était ce matin, avec une démission, celle du ministre de l'Emploi, démission programmée, comme prévu. François Rebsamen retourne à Dijon. Cela fait partie des urgences à gérer, mais d'autres dossiers chauds attendent le gouvernement. Croissance, crise des éleveurs, conférence climat, j'en passe. Le président a fixé ses priorités à son équipe ce matin. Yacine Mili et Joël Lefebvre. Ils ont beau être bronzés et souriants, l'ambiance en coulisses est lourde. Ce matin, c'était l'heure de la rentrée des classes pour les ministres du gouvernement. Et les dossiers qui les attendent pour les prochains mois sont brûlants. Croissance nulle, crise des éleveurs ou encore lutte contre le réchauffement climatique, le chantier est colossal. Il faut bien sûr contrecarrer les mauvaises nouvelles. On est en période de rentrée, donc il faut remobiliser les entreprises, il faut leur redonner confiance. Je vois dans le secteur qui est le mien, avec la promulgation de la loi sur la croissance verte, c'est un appel aux entreprises que je lance dans le secteur de la croissance verte, du bâtiment, des énergies renouvelables. Parmi les dossiers chauds du gouvernement, il y a aussi la colère des producteurs de porc. Après des manifestations cet été, les éleveurs ont obtenu la fixation d'un tarif minimum. Mais rien n'est réglé. Les deux principaux industriels de la filière continuent de boycotter le marché du porc breton. On n'arrivera à surmonter cette crise que si on trouve des solutions et des positions collectives. Et puis c'est la mobilisation aussi pour trouver des solutions plus structurelles. C'est l'appui à l'exportation avec les créations de la plateforme export pour la viande et en même temps le plan de soutien de 10 millions d'euros. Et puis bien sûr, c'est toute l'action qu'on va conduire, que je vais conduire à l'échelle européenne, en particulier sur la préparation du Conseil européen du 7 septembre. Mais au-delà des questions économiques et sociales, ce matin à l'Élysée, il y avait une autre urgence à gérer. La démission de François Rebsamen. Le ministre du Travail, qui vient d'être réélu maire de Dijon, doit quitter le gouvernement. Et si on ne connaît pas encore le nom de son remplaçant, ce qui est sûr, c'est qu'il aura la tâche difficile. Car l'inversion de la courbe du chômage n'est toujours pas d'actualité. Je viens de remettre ma démission au président de la République qui m'a demandé pendant quelques jours jusqu'à la rentrée de préparer les dossiers pour la personne qui allait me succéder au ministère du Travail. Le temps de préparer les dossiers, la transmission de tout ce que j'ai fait pour que celui ou celle qui me succédera arrive dans un ministère prêt à fonctionner avec des dossiers prêts, puisque vous savez que j'avais commencé les consultations sur la préparation de la conférence sociale des 19 et 20 octobre. En attendant les bonnes nouvelles, François Hollande, qui entame une année cruciale pour la réussite de son quinquennat, pourrait bien miser aussi sur l'environnement pour se relancer. En novembre, le sommet COP21 ouvrira ses portes à Paris. Un rendez-vous mondial sur le climat pour faire baisser les émissions de gaz à effet de serre. Et François Hollande a d'ores et déjà prévenu, il a bien l'intention d'en faire l'un des enjeux de sa présidence. Et nous repartons avec cette question. Quitter le navire en plein naufrage, est-ce irresponsable de la part de notre ministre du Travail, Guylaine Ottenheimer? En tout cas, c'est pas très élégant. Et puis, surtout, ça dénote quand même un état d'esprit assez incroyable. Vous imaginez quelqu'un qui a une longue carrière politique,
son meilleur ami devient président de la République. Ils vont changer le monde. Après un Sarkozy dont ils ont dit pique-pang, ils allaient enfin faire une France apaisée, respectueuse de l'éthique républicaine, etc. On allait redonner du pouvoir d'achat aux pauvres, on allait redonner du boulot. Et puis au bout de 3 ans, oh là là, c'est beaucoup trop dur, j'y arrive pas. Puis de toute façon, j'ai pas les mains libres, je peux rien faire, parce qu'effectivement, on doit toucher à rien. Vous avez remarqué, depuis 3 ans, il n'y a pas quand même eu de fondamentaux qui ont été bouleversés. Et donc, il se dit, oh, bah, je retourne dans ma bonne petite ville de Dijon. Là, j'en ai encore pour 5 ans, peinard, tranquille. Vous le lisez comme un échec sur l'emploi, la démission du ministre du Travail? Surtout, je lis comme un échec de la façon dont cette équipe conçoit le pouvoir. Quand le pouvoir, c'est quelque chose où on est au service. Si on s'engage en politique, c'est quand même au service de l'intérêt général du pays. Alors, comme ça, du jour au lendemain, il n'y a plus d'intérêt général, mais il y a de l'intérêt particulier. C'est un très mauvais message. Surtout sur la question du chômage. Donc, engagé. Je vais le défendre quand même. Oui, Allez, engagé. Je trouve d'abord que les circonstances tragiques de son retour à Dijon et que la mort du maire en place sont une explication valable. Ensuite, quand on s'est investi comme maire dans une ville qui est importante, comme il l'a fait, c'est son bébé. C'est une œuvre importante. Par ailleurs, au moment où on traverse une crise si terrible, je crois qu'avoir des maires solides en lesquels les concitoyens de telle ou telle ville ont confiance, c'est très très important. D'autant que l'État va couper les vivres encore un peu plus aux mairies. On a intérêt à avoir des mairies bien tenues et bien gérées. Donc, ça vaut circonstance atténuante avec une autre pour Rebsamen, c'est qu'il ne voulait pas ce poste-là. Il s'était programmé depuis des années pour l'intérieur, il avait travaillé avec Pierre Jox. Obligé à accepter, enfin... Donc, il s'était retrouvé un peu comme une poule avec un couteau, il a fait ce qu'il a pu. On n'a quand même pas mis Planton devant une usine, quoi. Les ministres, je comprends la logique de son raisonnement. Par ailleurs, il faut l'analyser comme une crise de l'exécutif en France. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire être ministre? On a pris sur quoi, à part ceux du régalien, c'est-à-dire Fabius, Le Drian, Rebsamen, à quoi ça sert vraiment? Je crois qu'on devrait plutôt s'interroger sur cela, entre d'un côté des parlementaires qui ont tendance à mépriser les ministres, des ministres qui signent des motions pour les congrès du PS en se foutant un peu de ce qu'il y a dedans. C'est tout ça qui ne... C'est intéressant ce que vous êtes en train de dire, parce que là, on va tous spéculer les uns les autres sur qui pour remplacer François Rebsamen. Quelle importance? Voilà, il y aura ça, le symbole politique. Est-ce qu'il est plutôt social-libéral, plutôt social-démocrate? Ah, c'est pas un proche d'Aubry, ah, c'est pas un frondeur. Mais au-delà de cette lecture-là, quelle importance? S'il y avait un homme ou une femme dans ce pays avec une recette pour que le chômage baisse, eh ben, on le connaîtrait déjà. À droite et à gauche. À droite et à gauche, il serait déjà à ce ministère. Parce que pour ajouter deux choses quand même, premier l'élément qu'on peut mettre en avant, c'est que le diagnostic sans doute que François Rebsamen a fait, c'est que l'affaire était pliée pour 2017 et que quelqu'un d'aussi proche de François Hollande lui-même ne croit pas à sa réélection ou à sa victoire possible, et donc au nom de l'intérêt particulier, il se replie sur ses terres et il essaye de bétonner son fief. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est quand on dit que les ministres ne peuvent plus rien faire, je pense qu'il y a quand même des choses qui sont envisageables, mais que lui, sans doute, a fait le constat qu'au poste auquel il était, avec la tutelle qu'il avait, il ne pouvait rien faire. Il a essayé de pousser les feux, même si la question du droit du travail et du marché de l'emploi n'était pas sa spécialité. Il a fait des propositions, par exemple sur les seuils sociaux. Il a été rabroué et renvoyé dans ses buts. Donc, face à un chômage qui ne veut pas baisser, et quand on a épuisé toutes les ressources de la sémantique en disant qu'on amorçait la moindre accélération, etc., bon, je pense qu'il a fait le tour de l'exercice. Il a fait le constat qu'il n'avait pas les moyens d'agir, et le signal politique aussi très dur qui est envoyé, c'est qu'un fidèle parmi les fidèles choisit de se replier sur ses terres parce qu'il pense que l'affaire est très mal engagée pour la suite. Et juste un point à ajouter aussi, ce qui est important, c'est que parce que c'est un fidèle de Hollande, il ne peut pas ruer dans les brancards. C'est-à-dire qu'un ministre du Travail dans cette position pourrait à un moment dire, bah, écoutez, là, au point où on en est dans le chômage, il faut faire ça sur les seuils sociaux, il faut faire ça sur le code de travail, il faut faire ça sur le SMIC, il faut arrêter d'avoir un SMIC national. Et on dit, bon voilà mes 5 propositions, et puis voilà, c'est à prendre ou à pas prendre. Et à ce moment-là, on s'en va quand même sur une proposition, sur une raison de désaccord politique. Mais là, comme il est quand même... Il ne veut pas faire de coup dans le dos à François Hollande, et c'est pertinemment que cette politique manque d'audace, alors que François Hollande utilise le mot audace toutes les 5 lignes. Il se rend bien compte qu'il n'y a pas de consistance. Donc il est obligé de partir comme ça, un peu en catimini, oui. Est-ce que ça fait partie, Hélène Pilichowski, des éléments qui
plombe un petit peu cette rentrée? Aucun doute Ça là-dessus. fragilise déjà cette équipe gouvernementale Oui, ou pas? Mais c'est un très mauvais coup pour l'exécutif. Pourquoi? Parce que le ministre du Travail, aujourd'hui, c'est quoi? C'est le ministre du chômage. Et quel est l'objectif numéro 1 du président de la République? C'est d'inverser cette fameuse courbe du chômage. Et il a fixé l'échéance au dîner de la presse présidentielle. Il a dit que quand on lui a demandé de préciser ce que ça voulait dire, et puisqu'il s'agissait éventuellement de se représenter, il a dit ça dépendra de mes résultats en matière de chômage. Il a dit mais c'est combien de temps, à quel niveau, etc. Il a dit c'est tout au long de l'année 2016. C'est ce qu'il a répondu. Il a dit il faudra que ça soit une baisse, fut-elle légère, mais enfin qui soit durable tout au long de l'année. Petite précision, 630 000 chômeurs de plus depuis 2012. Oui, oui, c'est ça. Depuis Oui. 2012. Oui, depuis 2012. Depuis 2012. Donc il s'engage sur l'année 2016. Quand on lui a posé la question ce soir-là, il a dit, il s'est référé à 2008 et il a dit depuis 2008, il y a 1,5 million de chômeurs de plus, dont 900 000 imputables à mon prédécesseur. Voilà comment ils sont sortis. Alors tout le monde a dit, mon Dieu, qu'il est habile, évidemment. Non, mais ça, le ministre du Travail qui s'en va, dans la mesure où il devrait être effectivement une simple courroie de transmission du pouvoir, il aurait dû dire, ma ville de Dijon, très bien, eh bien, j'ai pris un engagement, parce qu'il y en a beaucoup qui l'excusent en disant qu'il avait pris un engagement moral vis-à-vis de celui qui lui avait succédé à la mairie et qui est décédé. Il aurait pu très bien trouver une solution pour dire, eh bien, je ne peux pas, ma tâche pour lutter contre le chômage est prioritaire et je laisse quelqu'un et éventuellement il restait au conseil municipal, puisqu'on peut rester au conseil municipal. Il aurait très bien pu provoquer... Oui, il y était, donc il aurait très bien pu échapper à ça, moralement. Un mot juste sur l'équipe gouvernementale, Christophe Barbier. C'est un élément, vous l'avez dit, c'est un proche de François Hollande, c'est un vrai politique, qui est un élément solide du gouvernement. Elle est... Comment cette équipe gouvernementale dans cette rentrée? Elle est essorée? Oui, elle est fragilisée, elle est fatiguée. Elle est fatiguée parce que c'est long, notamment pour ceux qui sont en place depuis le début. L'absence de résultats fait qu'ils viennent à la télé dire la croissance est là, elle revient, on est à 0%, mais c'est une bonne nouvelle. Ça fait un peu rigoler. Ensuite, les proches de Hollande commence à être particulièrement usé. Le Foll est quand même usé par l'été et la crise qui n'en finit pas. Rebsamen s'en va. Le Drian va préparer sa sortie puisqu'il va viser sans doute les régionales en Bretagne. Donc on a l'impression que le premier cercle est celui qui se délite le plus. C'est peut-être logique, c'est celui qui a fait corps autour du président depuis 3 ans. Alors il y a des moyens quand même de contrer un peu cela pour Hollande. Par exemple, rappelez quand même que l'an dernier, il y avait la démission fracassante de Montebourg, virée du gouvernement, plus celle d'Hamon. Oui. Finalement, Rebsamen, c'est un peu mieux géré quand même que le pataquès de l'an dernier, même si ça avait clarifié l'année dernière la ligne politique. Et puis il y a une solution de dire, voilà, je fais une vraie petite révolution dans le gouvernement. Ministre du Travail, ministre de l'Emploi. Eh ben c'est Emmanuel Macron. Ça c'est déjà fait. Ça c'est déjà fait. Il cumule avec l'économie. Puisqu'il fait l'économie, puisque c'est loin sont censés créer de l'emploi. Ça serait la vraie audace. Ah oui, alors là, d'un seul coup, la ligne politique, la ligne économique, idéologique serait claire. L'homme qui a fait les bus, l'homme qui fait le travail du dimanche, l'homme de l'emploi, c'est Macron. D'ailleurs, il a dit Rebsamen, il a dit le ministre du Travail ne peut rien faire pour augmenter l'emploi. Risqué pour la gauche de la gauche, quand même. Ah ça veut dire qu'au Parlement, ça va chauffer. Ça va chauffer. De toute façon, ça va chauffer et on y viendra sur la question du débat budgétaire. On continue sur les sujets. Il y a naturellement le chômage. On a vu la crise des éleveurs qui est enlisée. Est-ce que les uns et les autres, vous voyez dans cette rentrée un climat avec une rentrée sociale qui pourrait être tendue? On sait qu'il y a des points de crispation encore aussi du côté de l'éducation nationale. Est-ce que de ce côté-là, vous pensez que le gouvernement a également du souci à se faire? Si on met bout à bout les petits sujets de tension qui peuvent s'accumuler. Mais si on met bout à bout tous les sujets de tension depuis 2008 et la crise, la France aurait dû exploser depuis longtemps. Pourquoi ça ne recule pas? Chaque rentrée. Chaque rentrée, on dit que la rentrée... On fait une espèce de météo sociale. Allez. Mais oui, pourquoi il n'y a pas de réaction en chaîne? On a eu les bonnets rouges en novembre 2013, là on a le port, et puis après ça sera quoi? On a l'impression d'une suite de mini-explosions, vous savez, comme ces chaînes de pétards dans les fêtes chinoises, et on n'a jamais la grosse explosion. Pourquoi? Est-ce qu'il manque une étincelle fatidique? Est-ce que ça sera les étudiants cette année ou les agriculteurs? Que manque-t-il? Est-ce qu'il nous manque une couche de crise supplémentaire? C'est-à-dire que d'un seul coup, l'économie replonge dans la crise parce que la crise asiatique, parce que, etc. Est-ce qu'il nous manque ça? Ou bien est-ce que finalement notre pays s'est doté des amortisseurs sociaux avec de l'argent public dépensé, du dialogue social qui marche quand même encore un petit peu, des liens locaux, villes, entreprises qui fonctionnent, les gens se parlent, ils ne se font pas la guerre, qui fait qu'il n'y a plus de barricades dans ce pays, on ne bloque plus le pays comme on le faisait encore en mai 68. Est-ce qu'il y a ça? Ou est-ce que ce qui manque, c'est une vraie reprise? Une vraie reprise. Allez, on est à 1,8, 1,9, 2% de croissance. D'un seul coup, les gens disent, oh là là, ça repart, je veux ma part. Et là, les revendications, elles sont beaucoup plus dures. Voilà, pour le coup, de ce côté-là, on est tranquille. Oui, pour l'instant, ça ne repart pas. Jérôme Fourquet. Ce qui manque aussi, ce qui plombe aussi beaucoup, c'est une très forte couche de résignation. Et ça aussi, c'est-à-dire,
renverser la table, pourquoi pas, on aurait le courage, mais pour aller vers où? Il n'y a pas de solution alternative. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on a des corporations qui sont aujourd'hui très, très hétérogènes et qui sont très, très éloignées. Le mouvement agricole, aujourd'hui, même s'ils ont une capacité de nuisance importante, n'est plus que l'ombre de lui-même. Il y a moins de 2% de la population qui est dans le secteur agricole, contre peut-être encore 5 ou 10% dans les années 80. Donc, ils sont à eux seuls pas en capacité de faire démarrer le mouvement. Ça, c'est quand même un bruit de fond qui est assez désagréable pour un gouvernement qui voulait amorcer un discours un petit peu positif de mobilisation. Non, mais ils sont tout à fait déterminés, suffisamment organisés et nombreux pour gripper la machine et faire entendre leurs revendications, mais pas assez pour enclencher un mouvement de plus vaste ampleur. Alors même que la crise qui frappe le secteur agricole aujourd'hui est une crise qui est symptomatique de ce qui se passe en France. C'est-à-dire que quand vous les écoutez bien, c'est bien un problème de compétitivité et de coût du travail. Et là aussi, on voit la fragilisation du gouvernement, puisque Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, vendredi dernier, dans Les Échos, indique qu'il n'y a pas de problème de différence de coûts salariaux entre le secteur agricole français et le secteur agricole en Allemagne ou en Espagne. Et lundi, suite à une réunion que les interlocuteurs ont qualifiée de musclée, il dit que ce sujet va être mis sur la table de toute urgence. Ça rappelle exactement... Ça veut dire quoi, selon vous? C'est quoi? L'amateurisme? Il n'a pas su... Ça veut dire deux choses. Un, soit il y a un déni de réalité. Deux, autre élément, c'est qu'ils sont très mal à l'aise parce que pour engager des baisses de charges, il faut récupérer l'argent ailleurs. Et ça veut dire une remise en ordre de marche et en fond en comble du mode de protection sociale et du financement de la protection sociale. C'est exactement... Ce que j'arrive pas à saisir, c'est est-ce que vous pensez les uns les autres que cette crise, on a vécu avec cette crise des éleveurs tout l'été, elle peut cristalliser sur quelque chose de plus lourd, de plus profond, ne serait-ce que dans le milieu agricole, ou est-ce que c'est une crise, j'allais dire un épiphénomène sans être désagréable avec ceux qui se mobilisent, une crise conjoncturelle qui va se régler avec une enveloppe d'un côté ou une discussion européenne de l'autre? Le milieu agricole est assez disparate en fait. Voilà. Donc vous avez quand même des agriculteurs avec des énormes propriétés extrêmement rentables qui bénéficient encore des aides de l'Europe de manière importante. Et puis vous avez, moi j'étais en Bretagne et effectivement j'étais frappée, précisément tout près de là où se trouvent les éleveurs en difficulté, frappée par la pauvreté, la dureté des visages. On les voit dans les commerces, des gens qui sont physiquement un peu sonnés. On a l'impression d'une population vraiment qui s'ouvre, abandonnée, loin de nos préoccupations. Rien à voir avec la population citadine. Ça m'a frappé, moi, tous ces visages de gens extrêmement tristes, extrêmement physiquement, comment dirais-je, mal dans leur peau. Et quand on dit qu'en Bretagne, vous savez qu'il y a un vote national qui grandit en Bretagne, quand on dit que les Bretons, on sent vraiment que là... Mais je ne pense pas que du coup, si vous voyez, il y a une telle différence par rapport aux autres régions françaises que ça puisse s'étendre à toutes les autres régions. Mais il y a une population qui m'inquiète, moi, c'est la population des enseignants éducation nationale. C'est dans moins de 2 semaines, la rentrée, on n'en parle pas. Ils étaient tous vent debout contre la réforme des collèges. C'était la question que je vous posais. Est-ce que cette colère-là, elle est larvée, elle est encore là? Qu'est-ce que ça va donner? Ils ont perdu déjà une grande partie des enseignants qui sont extrêmement déçus, voire hostiles au gouvernement aujourd'hui. Énormément, qui était quand même leur électorat le plus fidèle, le plus assuré, si vous voulez, et qui tout d'un coup se disent ils ont fait n'importe quoi. Et c'était un des grands enjeux en plus de la campagne de François Hollande. C'était la jeunesse, on va refonder l'éducation nationale. Rappelez-vous du discours de Peillon à ce moment-là. Et qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Et je pense que la manière dont va se passer la rentrée, ça va être quelque chose de très important. Et curieusement, on n'en parle pas aujourd'hui. C'est dans moins de 2 semaines. Diana Tannheimer? Moi, je pense qu'effectivement, il y a une part d'anesthésie dans ce pays, de désespérance. C'est l'anesthésiste, c'est le titre de l'Express cette semaine. On va je rends hommage à mon camarade Christophe. 76% des Français pensent que la politique du gouvernement est mauvaise. Et ils ne cessent de répéter, on continue, on continue, on continue. Donc ça crée quand même une forme de désespérance. L'année dernière, la rentrée était difficile. Il y avait le livre de Valérie Trierweiler, il y avait la cuvée du président de Montebourg. Mais au moins, il y avait, disons, des explications à cette espèce de rentrée chaotique, bouleversée, etc. Il y avait un choix politique qui était assumé de la part du président de la République. Et puis, il restait quand même 3 ans. Et puis, on s'est dit, bon, une fois qu'il va être débarrassé de Montebourg, il va foncer dans une, il va y avoir des résultats. Là, ça fait 1 an qu'ils mènent la même politique, ils sont là, les fesses serrées, et il ne se passe rien. Donc c'est quand même très désespérant pour les Français qui ont quand même fourni beaucoup d'efforts en termes d'impôts,
Voilà, en termes de coût social, avec le chômage, je veux dire, c'est quand même, la population a souffert, elle a serré les dents aussi, et il n'y a pas l'ombre d'une sortie de crise. Donc cette désespérance, oui, les gens savent que de toute façon, il va falloir voter à la présidentielle. Bon, ils vont aller voter au régional, mais ils savent très bien que ça n'infléchira absolument pas la politique du gouvernement. Qu'est-ce que vous voulez? Aller casser, déposer du purin? Voilà, les gens sont quand même assez adultes, et comme le disait Christophe Barbier, je pense qu'effectivement, il faut qu'il y ait à redistribution, il faut qu'il y ait une échéance, il faut qu'il y ait une lueur d'espoir, qu'il y ait des étincelles. Le président en a parlé ce matin. Il a dit qu'on était dans une phase de redistribution avec les baisses d'impôts qui vont arriver dès la rentrée. On voit très bien qu'il clive la France d'une certaine manière. D'abord, on augmente le nombre de fonctionnaires, donc on satisfait un peu la fonction publique, alors que Nicolas Sarkozy n'arrête pas de dire que lui a baissé le nombre de fonctionnaires et qu'il le rebaissera encore. Donc on clive fonctionnaires privés. Ensuite, il dit qu'il va baisser les impôts des plus pauvres et qu'il a déjà baissé les impôts des plus pauvres, alors qu'on n'a pas arrêté d'augmenter les impôts des plus riches. On clive. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une espèce de... Il va se resserrer sur la France, qui de toute façon va voter pour lui, parce que, si elle va voter, parce que elle ne voudra pas quand même aller au Front National, elle ne voudra pas aller forcément chez Nicolas Sarkozy. Alors, il se dit, j'ai un petit tas là. Alors justement, Guylaine Othon-Elheimer, voilà. C'est le pari qu'il fait. J'ai pas dit qu'il va le gagner. Non, mais c'est son pari. Un mot quand même. Vous dites, j'ai un petit tas. Un tout petit tas. Jérôme Fourquet, dans cette rentrée, on peut rajouter à la liste de difficultés une cote de popularité qui ne bronche pas. Non, donc il a fortement rechuté depuis le rebond consécutif aux attentats. Et donc aujourd'hui, il est entre 20 et 25% de bonne opinion. On rappellera qu'à la même époque, même période de son mandat, Nicolas Sarkozy était 10 points au-dessus. Et on sait comment ça s'est fini. Et donc on voit que la gauche aussi est très divisée dans la perspective des régionales. Les écologistes sont soit en alliance avec le Front de gauche, soit sur des listes autonomes dans toutes les régions. Pas d'accord avec on va en parler des avec régionales. le PS. On parlait tout à l'heure des enseignants. Alors, bien évidemment, ils ne voteront pas Front National, mais on a fait une récente enquête. De très nombreux enseignants n'iront pas voter tout simplement. Comme de très nombreux électeurs des quartiers populaires, notamment ceux qui sont issus de l'immigration, n'ont pas voté au municipal. Mais à quel moment ça devient une difficulté? Pardonnez-moi de vous couper. La rentrée dernière, François Hollande, sur sa cote de popularité, pouvait expliquer aux uns et aux autres, c'est pas grave, on fait les réformes, c'est le prix de la réforme, l'impopularité. Est-ce qu'aujourd'hui on est toujours, parce qu'on est peut-être dans une rentrée cruciale, même si vous nous disiez tout à l'heure que c'était un marronnier, malgré tout on est dans un temps politique particulier, est-ce qu'à votre avis il peut encore dire ça? Au fond c'est pas si grave d'être encore dans les limbes des codes de popularité des présidents de la 5e. Il est le plus bas, niveau, donc c'est quand même problématique. Mais ça l'est problématique ou pas? Mais bien évidemment, on voit bien que son seuil de résistance, le petit tas dont parlait Guylaine Othon-Elheimer, il se réduit comme peau de chagrin. Et ce qui peut se produire, et lui qui est fin politique, il le sait, c'est pour ça qu'il a conditionné son éventuelle candidature en 2017 à l'évolution de la situation économique. Ce qui peut se produire, c'est qu'il soit 3e. On l'a vu aux élections départementales, la gauche, Parti socialiste seul, a été sorti dans plus de 500 cantons dès le premier tour. Donc là, c'est ça qui se joue aujourd'hui. Juste un petit mot, vous disiez, est-ce que c'est grave qu'ils soient impopulaires, etc. Oui. Je vais prendre un exemple. En Espagne, ils ont une vraie politique de compétitivité. Vraie. Ils ont baissé les salaires, baissé ça. Aujourd'hui, l'Espagne est passée devant la France en fabrication d'automobiles, en construction d'automobiles. C'est important, ça veut dire que l'Espagne reprend des parts de marché, se réindustrialise, alors que nous, on perd nos forces vitales. Et ça, les Français l'ont très bien compris. Ils voient qu'il y a des boîtes qui ferment partout. L'économie, bien sûr, c'est l'un des rendez-vous majeurs du gouvernement, et en particulier la question qui va se poser lors du débat budgétaire. Dernière occasion réellement de poser des jalons de la politique économique avant la présidentielle, aide aux entreprises. Économie budgétaire, l'exécutif promet de maintenir coûte que coûte le cap. Naturellement, les ruptures sur le fond au sein du Parti socialiste demeurent. Les frondeurs ont une dernière opportunité, on va dire, de peser sur la ligne. Et d'ailleurs, ils ne s'en priveront pas. Romain Becker et Stéphane Lopez. À la sortie du Conseil des ministres, Michel Sapin affiche sa bonne humeur. Bonjour. Vous continuez à bronzer là? Quelques jours avant sa rentrée, pourtant, le ministre des Finances a appris une bien mauvaise nouvelle. Au deuxième trimestre en France, la croissance est restée nulle. Dans ces conditions, aucun espoir de voir reculer le chômage. Une croissance zéro, c'est aussi moins de rentrée fiscale et moins de marge de manœuvre pour le gouvernement au moment de boucler son budget. Mais vendredi dernier, Michel Sapin se voulait résolument optimiste. Nous avons aujourd'hui acquis 0,8% de croissance au cours de cette année 2015. C'est la première fois depuis 3 ans
que nous avons un chiffre de cette nature. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'au-delà des à-coups d'un trimestre sur l'autre, la France est en reprise d'activité. La France est en reprise de croissance. Et nous avons absolument besoin de cette croissance. Je pense que vous vous en souvenez. Moi, j'avais fixé comme objectif de croissance pour 2015 1%. Cet objectif de 1% sera atteint. Un optimisme que le Parti socialiste est loin de partager. Dans un rapport, le député frondeur Jean-Marc Germain propose de détricoter le pacte de responsabilité cher à François Hollande. Dans le détail, les aides aux entreprises seraient ramenées de 41 à 30,5 milliards d'euros, ce qui permettrait de dégager 8 milliards d'euros pour aider les foyers les plus modestes. Fin juillet, ce rapport a été adopté par le Bureau national du Parti socialiste. Autrement dit, ce n'est plus seulement son aile gauche, mais le PS tout entier qui fait pression sur le gouvernement. Au Parlement, le vote du budget s'annonce animé au sein de la majorité, prévient le frondeur Christian Paul. Je n'imagine pas que les députés socialistes votent un budget qui irait à 180 degrés, à l'opposé de ce que leur parti a exprimé clairement et qui me paraît, encore une fois, aller dans le sens de l'efficacité et de la justice. Ce que je souhaite éviter à la rentrée, c'est qu'il y ait un dialogue de sourds entre un gouvernement qui continue en se mettant, disons-le, un sac sur la tête, parce que les résultats ne sont pas là, et puis le Parti socialiste qui, c'est vrai, me semble avoir enfin compris dans quelle direction il fallait aller. Donc je pense qu'il faut avoir un dialogue au sommet, y compris avec le président de la République, pour réorienter cette politique, sans renier ce qui a été fait, mais en ayant le courage politique de prendre des décisions fortes dès cette rentrée. Encore une fois, nous sommes à moins de 20 mois de l'élection présidentielle, c'est la rentrée de la dernière chance. Face à leur majorité, François Hollande et Manuel Valls assurent qu'ils garderont leur cap. Autre contrainte pour l'exécutif, la France s'est engagée auprès de la Commission européenne à réaliser 14,5 milliards d'euros d'économies l'an prochain pour ramener son déficit de 3,8 à 3,3% du PIB, et ce alors que 8300 postes de fonctionnaires supplémentaires vont être créés dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Quelques arbitrages du gouvernement ont déjà été communiqués, les différents ministères et leurs agences devront baisser leurs dépenses d'1 milliard d'euros et les aides au logement et à la pierre devraient être diminuées. Mais la France est aussi tributaire du contexte mondial et notamment des taux d'intérêt particulièrement bas pour l'instant. Si jamais au plan mondial, dans les 12 mois qui viennent, dans les 2 ans qui viennent, il y a un choc mondial sur les taux d'intérêt en provenance des États-Unis ou d'ailleurs, là, ça va être compliqué pour les finances publiques parce que les charges d'intérêt de la dette vont augmenter. C'est à l'occasion de la présentation du budget devant le Parlement, dans quelques semaines. Il faudra voir si la prévision de croissance 2016 est à 1,5 tient encore le coup ou pas. Et ça va dépendre en grande partie de l'environnement international, la Chine, de l'environnement européen, je pense à la Grèce. Pour son dernier budget de plein exercice, le gouvernement a fixé 4 priorités: l'enseignement, la justice, la sécurité et la baisse du déficit. Le volet recettes, lui, n'a pas encore été dévoilé, mais François Hollande a déjà promis qu'il n'augmenterait pas les impôts dépendants de l'État d'ici la fin de son mandat. Alors nous reprenons notre discussion et on va parler de la croissance. Et cette question, avec une croissance en panne, comment réussir à inverser la courbe du chômage? N'est-ce pas préoccupant pour le président, Christophe Hervé? Oui, c'est préoccupant parce que c'est impossible de réduire le chômage par la création d'une nouvelle prospérité avec une croissance. Néanmoins, la plupart des experts considèrent que mécaniquement, par des effets de stock de masse, le président pourra peut-être avoir une baisse continue, durable, mais modeste, du chômage, quelques milliers par mois. Il compte là-dessus pour réussir son anesthésie suivante, c'est-à-dire dire aux Français en 2016, vous avez vu, je vous l'avais dit, ça finira par baisser. Bon, sauf que le stock des 630 000 chômeurs de plus depuis 2012, il ne va pas se résorber en 18 mois si on en fait moins 2000 par mois. Il faudrait évidemment un redémarrage beaucoup plus violent et ça, on ne l'aura pas. Donc il peut y avoir une baisse technique du chômage qui participe d'une illusion politique, d'un tour de passe-passe politique. Il n'y aura pas de baisse massive du chômage qui serait le témoignage, la preuve d'une reprise vraiment de ce pays. Que penser de Michel Sapin qui, sans doute s'appuyant sur des chiffres qui sont les siens, dit qu'on est dans une phase de reprise de l'activité alors qu'on a pris une douche froide en cette rentrée avec une croissance qui n'était pas au rendez-vous? On dit qu'il vaut mieux parfois se casser un bras que dire une bêtise. Cet été, il s'est à la fois cassé un bras
et il a dit une bêtise. Mais enfin, il fait son travail politique. Hein. Il vient essayer de dire du bien à partir d'un chiffre 0, qui est un chiffre médiocre. C'était la douche froide de cette rentrée. Il y a quelques chiffres qui ne sont pas complètement catastrophiques en termes d'investissement. Les entreprises avaient un peu le moral à la sortie du printemps. Mais voilà, vous savez aussi, la politique, c'est quand même beaucoup de l'habileté. Et quand on voit ce qui se passe en Chine, bien, on voit très bien le gouvernement dire c'est la faute à la Chine, parce que la crise en Chine là, peut coûter à peu près 3 points de croissance mondiale. Donc on va être dans un énorme tourbillon. Et voilà, je crois qu'il ne compte. Ce qui est terrible chez François Hollande, c'est qu'on n'a pas l'impression, on revient sur sa sincérité, on n'a pas l'impression que sincèrement, il a mis sur la table tout ce dont il était sûr que ça pouvait conduire à une baisse du chômage et à une libération des atouts de la France. Parce que quand on voit d'abord les atouts extraordinaires de la France, quand on voit tous les jeunes qui se barrent à l'étranger, et il y en a à Londres beaucoup plus qu'on ne croit, et il y en a à New York, des start-up, et à Singapour, etc. Quand on voit que l'euro est faible, quand on voit que le pétrole est bas, on a vraiment un potentiel extraordinaire. Et quand on voit qu'on n'en a rien fait, c'est ça qui est un peu désolant. C'est qu'on perd des années. Et les Français en veulent à François Hollande de ne pas avoir été au-delà de la petite doxa socialiste soft qu'il a émis pendant la campagne. Quand même, on a un président de la République qui a fait un virage politique et qui donne le sentiment de tenir un cap malgré des trimestres de croissance qui ne sont pas au rendez-vous. Il dit à une partie de sa majorité: tenez-vous à distance, je tiens le cap. Est-ce que ça, au moins, à un moment donné... Est-ce que c'est vraiment un cap ? Je pose la question à Jérôme Fourquet, est-ce qu'à un moment donné, les Français le créditeront au moins de cette détermination à maintenir une ligne politique? Je ne pense pas. Bon. Ils regarderont les résultats. Mais vous avez raison de souligner ça. C'était une vraie prise de risque politique et il y avait un vrai coût politique. D'ailleurs, il en paye encore le prix tous les jours avec les frondeurs, mais aussi le front de gauche et toute une partie des écologistes qui ne veulent plus entendre parler de sa politique sociale-libérale. Hein. Certains écologistes du Nord-Pas-de-Calais ont parlé d'une politique d'accompagnement du libéralisme. Donc on voit dans leur bouche que c'est quelque chose de très mauvais, de très néfaste. Donc ils le payent politiquement très cher. Mais pour autant, ce virage qu'il a pris n'est pas suffisamment puissant pour, comme disait Guylaine Ottenheimer, produire des effets économiques qui soient tangibles. Et c'est ça tout son drame, c'est-à-dire qu'il va payer l'addition politiquement sans qu'économiquement il y ait des bénéfices. Et tout ça prend du temps, et maintenant, le temps, il n'en a plus. Hein, parce que si, comme Christophe Barbier l'indique, on assiste à une baisse du chômage de quelques milliers d'unités par mois, les précédents mouvements de baisse importants du chômage sous l'ère Raffarin puis Villepin ont montré que dans l'opinion publique, il y a un scepticisme très important. Il faut en moyenne plus d'1 an, entre 6 mois et 1 an, pour que les Français commencent à croire en la réalité de la baisse du chômage. Oui, d'accord, il faut s'y mettre tout de suite alors. Pour que, parce que on va dire, on a radié les chômeurs à Pôle emploi, on a bidouillé les modes de calcul. D'ailleurs, cette critique commence déjà à poindre. Et donc, si tant est que ça produise des effets, il faudrait qu'ils soient très durables ou qu'ils arrivent maintenant. Et donc, pour que ça puisse infuser dans l'opinion. Voilà. Et donc, il y a cette course contre la montre qui est engagée et qui est mal engagée. Hélène Pichowski. En fait, moi, je pense qu'il y a une double méprise. François Hollande a voulu réformer en douceur, sans rentrer dans le dur, comme on disait, si vous voulez. C'est quelqu'un qui n'aime pas les conflits, on l'a dit et redit tant et plus. Ça allait très bien, puisqu'on avait détesté la méthode de Nicolas Sarkozy. Et lui a dit, les Français, il ne faut pas les brusquer, on va faire les choses en douceur. C'est peut-être aller par la petite touche. Et ça correspond peut-être à ce qu'est notre pays. Oui, on pensait, beaucoup d'observateurs le pensaient aussi, que c'est comme ça qu'on pouvait manipuler, tout du moins guider manœuvrer, pardon, c'est pas manipuler, manœuvrer les Français, c'est-à-dire sans les brusquer. Et en fait, ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce que la droite, elle lui en veut toujours à François Hollande d'avoir vraiment cogné au niveau des impôts, parce que beaucoup de personnes ont compris qu'il y avait quand même eu un choc fiscal important au départ. Donc les gens disent de toute façon, c'est le socialisme, et c'est toujours comme ça. On prend l'argent des riches, on s'aperçoit que ça ne sert pas à grand-chose, et finalement, on met l'économie en panne. Et puis, la gauche de la gauche, elle dit, il a fait un revirement, il a abandonné ses convictions socialistes pour donner des facilités aux entreprises, pour promouvoir la croissance de cette façon-là. Il fait des cadeaux aux entreprises. D'ailleurs, la gauche de la gauche va encore lui réclamer, sa gauche va encore lui réclamer d'orienter ce qui reste du pacte de responsabilité. Du pacte de responsabilité, du fameux CICE. Il reste 19 milliards. Il faudrait bien qu'on les donne aux ménages plutôt qu'aux entreprises. Et donc, personne n'est content, ni à gauche ni à droite, parce que la méthode douce, finalement, trompe tout le monde, si vous voulez. Si c'était vraiment, s'il avait fait son pacte de compétitivité avec plus de
force, plus d'explications encore. Parce qu'il disait il n'y a pas vraiment un cap. Alors, il aurait fallu que ça soit plus fort et qu'il l'explique. Il disait tout le temps le pacte. Interrogez les Français dans la rue. Personne ne sait ce que ça veut dire. On n'a toujours pas. Est-ce que quand même vous ne diriez pas qu'il a tenu la ligne, puisque on peut pas parler de cap, sur les aides aux entreprises? Par exemple, Christophe Barbier, je parlais tout à l'heure du débat budgétaire. Ça va être un rendez-vous majeur à la fin du mois de septembre, avec le projet de loi de finances et la question également des économies, des objectifs à tenir en matière de déficit budgétaire. Là, il va tenir son cap, son objectif en matière d'aide aux entreprises, ou est-ce qu'il va faire ce qui avait été décidé au Parti socialiste, un petit peu manœuvrer, transiger sur les aides? Il y a plusieurs handicaps pour tenir cette ligne. D'abord, il y a le combat politique, en effet, avec des frondeurs qui ont beau jeu de dire maintenant, mais la motion A, celle qui a gagné, celle qui a été signée par tous les ministres, appliquez-la. Et donc, ils ont fait une motion à gauche pour calmer Aubry et gagner leur congrès, et ils veulent continuer à faire une politique plus social-libérale. Donc là, il y a une contradiction, et en effet, c'est une difficulté. L'autre difficulté, c'est que cette politique social-libérale, ce pacte de compétitivité, il fallait le décider en 2012. Ça apparaîtra toujours comme quelque chose de rattrapage, une copie raturée, corrigée, bizarrement corrigée avec le rapport Gallois, puis les annonces du 31 décembre 2013, puis l'arrivée de Manuel Valls. Tout ça ne s'est pas fait en une seule fois, ça s'est fait par étapes, donc c'est assez gribouille. Comme en plus, ça n'a peut-être pas été assez puissant, comme le disait Hélène Pilichowski, s'il n'y a pas eu un effet de levier immédiat dans la vie économique et que tout ça est par tranche, on en est encore là à voter. Oui, alors c'est intéressant ce que vous dites. On parle de 40 milliards de baisse de charges, on n'y est pas, c'est ça? Non, on fait ça par tranche. Donc évidemment qu'il n'y a pas eu d'effet de choc, d'effet de souffle. Il aurait fallu faire ça dès le début, en profitant des 100 jours, avec éventuellement une phase référenddaire. Il fallait garder la TVA sociale et puis basta. Alors, on ne va pas refaire l'histoire, mais là, on est dans un moment politique. À votre avis, est-ce qu'il faut... Je caricature. Contenter Bruxelles, tenir les objectifs en matière de déficit budgétaire, tenir cet objectif de 3,8%. Est-ce qu'il faut composer avec sa majorité et tous ceux qui ont signé la motion en disant il faut réorienter la politique économique? Dans quel moment il est, François Hollande? C'est quoi sa priorité là, avec ce débat budgétaire? Il y avait une petite ouverture, une chose possible, qui était de dire on va voir ceux qui ont utilisé bien ou pas ce pacte. Voilà. Simplement, il y a un rapport qui va être fait par Pisani-Ferry, qui va être rendu à la fin du trimestre. Et lui, il est incapable de dire, de trouver les critères qui permettent de dire voilà les bons, voilà les mauvais. Alors, on n'a pas d'outil d'évaluation de qui utilise bien le pacte. Est-ce qu'ils devaient embaucher? Est-ce qu'ils pouvaient embaucher? Est-ce qu'ils ont juste remis à flot leurs finances? C'est compliqué. On a des chiffres à sur partir du l'embauche. moment où vous avez des politiques comme ça, avec des circuits très compliqués, vous ne pouvez pas mettre des stoppeurs. Parce que mais politiquement... Alors, politiquement, il ne peut pas aujourd'hui dire je vais redonner de l'argent aux ménages. Il a déjà baissé beaucoup, 8 milliards pour les impôts pour les plus modestes. Alors, ce qu'il demande, c'est une CSG progressive avec la fameuse réforme fiscale. Là, on a peut-être une petite piste voilà, pour donner un peu d'air à la gauche de sa majorité, mais je crois qu'il ne peut pas toucher au pacte de responsabilité parce qu'en plus, je ne sais plus quel ministre a dit récemment, les entreprises ont quand même besoin d'un tout petit peu de stabilité parce que c'est vrai qu'ils ont fait quand même des business plans, des prévisions. On ne peut pas changer comme ça toutes les 5 minutes. Ça veut dire qu'on va se refaire, le film des frondeurs contre le gouvernement, de la réorientation. Je dis, là où il peut y avoir un petit ballon d'air, c'est sur la réforme fiscale, la CSG progressive. Ça peut pas entrer en vigueur tout de suite. Non, mais c'est l'impôt à la source, la CSG. Oui, mais ça, c'est plus oui, tard. mais d'accord, mais c'est du grain à moudre. J'essaie de vous emmener sur la politique. Il va y avoir La Rochelle. Le rendez-vous de La Rochelle, il est important pour le président de la République, sans doute pour le Premier ministre également. Est-ce que là, il y a un petit moment, alors pardon pour l'expression, un moment de vérité où il va falloir que l'exécutif arbitre? Parce qu'on a l'impression que cette émission, on aurait pu la faire il y a 6 mois. Pourtant, il y a eu un congrès du Parti socialiste. La veille de La Rochelle l'année dernière. C'était la même chose. Mais pas tout à fait. Non. Parce qu'entre-temps, on a un Cambadélis qui a été confirmé par le Congrès, qui tient ses troupes, qui s'est fait un appareil à sa main. Il sort un livre en ce moment pour expliquer qu'il y a un chantier pour le Parti socialiste. C'est pas du tout critiquer le gouvernement ou penser des budgets, c'est parler d'unité, de fraternité, d'humilité, de liberté, d'égalité. Enfin bref, c'est Jaurès, réveille-toi. C'est les valeurs. Il met les valeurs au cœur du travail des socialistes par la comptabilité. Ensuite, on n'aura pas Montebourg avec Christiane Taubira, avec les frondeurs, qui l'an dernier avait été comme une sorte de volcan. Ouais, c'est vrai. On aura plutôt l'aile inverse qui va essayer de faire un coup de pub en ayant invité Macron
à la veille de La Rochelle, c'est l'aile droite, c'est Gérard Collomb, ils auront un moment Macron. Alors, il y a le moment Montebourg quand même à franchi avec Varoufakis. C'est les deux virées les plus célèbres des 10 derniers mois. Ouais. Oui, dimanche. Donc, une fois qu'on aura vu le viré grec et le viré français... C'est un show ou ça impacte? Ben non, ils sont plus ministres, ils sont plus rien, ils peuvent maintenant pérorer, il n'y a plus d'impact. Et donc, très très vite, je pense que La Rochelle va être sous contrôle. Le vrai rendez-vous pour moi périlleux, c'est quand il y aura la rentrée parlementaire, les journées traditionnelles du groupe parlementaire PS. Là, on va voir comment les frondeurs tendent leur piège sur ce budget. Vous parlez de rendez-vous. Il y en a un autre rendez-vous qui est déjà dans les têtes, dans toutes les têtes à droite et à gauche. C'est bien sûr les régionales. Et ce sera le dernier scrutin intermédiaire avant la présidentielle avec une question qui se pose d'ores et déjà pour la majorité. Comment éviter une 5e défaite dans les urnes? Ce sera compliqué car la gauche détient, à l'exception de l'Alsace, la totalité des régions. Le Premier ministre a déjà commencé, lui, à faire campagne avec un objectif: mobiliser l'électorat socialiste. Romain Besnénou et Yvan Bastiot. Scrutin à haut risque pour la majorité. Son objectif est clair, limiter la casse. Car sur le papier, la gauche ne peut que perdre du terrain aux élections régionales du 6 et 13 décembre prochains. Elle avait remporté 21 des 22 régions lors des dernières élections. En 2010, seule l'Alsace était restée à droite. Il sera difficile, voire impossible, de faire aussi bien. D'autant que d'après les dernières études, le Parti socialiste n'est en bonne position que dans 3 des 13 nouvelles super-régions, la Bretagne, l'Aquitaine, Poitou-Charentes, Limousin et Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon. Alors, pour se donner toutes les chances en décembre, le PS veut rassembler, et il voit large. Là où il y a un risque de victoire du Front National, il nous semble nécessaire que l'ensemble des forces de gauche se rassemblent. Et nous en appelons aux écologistes, au Parti communiste pour le faire. Si un accord avec les Verts et les communistes semble peu probable, Jean-Christophe Cambadélis peut toujours célébrer une première victoire. Le ralliement fin juillet des radicaux de gauche après des jours de tractation. L'accord entre socialistes et radicaux, pardon, Jean-Christophe, il n'est jamais vraiment naturel. En tout cas, il n'est jamais spontanément naturel. Mais ce dont je suis convaincu, c'est qu'il est toujours nécessaire. Nécessaire, car la majorité a face à elle des adversaires de taille. L'exemple le plus frappant est en région PACA, où la bataille se joue surtout entre le maire de Nice, Christian Estrosi, et Marion Maréchal Le Pen, qui axe sa campagne sur les thèmes favoris du Front National. Nous ne voulons pas de la PACA black blanc beurre, mais de la PACA bleu, blanc et rouge. Bonjour. Il y a quelques jours, Manuel Valls a pourtant tout fait pour soutenir le candidat socialiste en PACA. Alors on va essayer de cheminer. Oui, ça va être simple. Le Premier ministre a interrompu ses vacances quelques heures pour redonner des couleurs à Christophe Castaner, qui a bien du mal à rassembler et à faire oublier ses adversaires de droite. Un sondage lui donne seulement 17% des votes, contre 29% pour Christian Estrosi et 32% pour Marion Maréchal Le Pen. En Ile-de-France, en revanche, les jeux sont plus serrés. Nous sommes fiers d'être franciliens. Nous nous regardons tels que nous sommes. Certains donnent à ce scrutin un enjeu national, un avant-goût de 2017. Claude Barthelone est le candidat de la majorité, à la traîne dans les sondages et qui n'arrive pas à rassembler. Les Verts, les communistes et même le parti de gauche présenteront un candidat en Ile-de-France. Alors au PS, on se mobilise avec un mot d'ordre, tous avec Bartho. Combativité, convivialité, capacité à rassembler. Beaucoup de dynamisme, beaucoup d'énergie. La convivialité, la chaleur et surtout une énergie. Il arrive à emmener les gens avec lui. Est-ce que vous savez que j'ai été danser la Zumba à Houille-Plage? Eh bien, on était là. Ah bon? C'est nous qui avons dansé la Zumba. C'est vrai? Eh bien, oui. Ah bah c'est super. Du côté des Républicains, en tout cas, on est confiant. Ce matin, Valérie Pécresse était encore et toujours en campagne à Paris, après un été sur les routes d'Île-de-France. Venue soutenir les enfants défavorisés, la candidate multiplie les rencontres, les poignées de main, vante son programme et n'oublie pas de tacler ses adversaires socialistes à la tête de la région Île-de-France depuis 1998. Le problème, c'est qu'on est responsable de son bilan. Au bout de 17 ans, on ne peut pas dire que c'est la faute des autres. Aujourd'hui, la gauche est au gouvernement, les socialistes sont au gouvernement, les socialistes dirigent la région et les inégalités ne cessent de s'accroître.
Les régionales de décembre sont les dernières élections avant les présidentielles. François Hollande et Manuel Valls devraient se déplacer en région dans les semaines qui viennent pour soutenir les candidats de la majorité. Alors Jérôme Fourquet, une question pour vous. Quels sont les pronostics pour les régionales? Les Français s'intéressent-ils à ces élections? Alors on va répondre à la deuxième partie de votre question. Pour l'instant, ils ne s'y intéressent pas, ils ne sont pas du tout dans ce match. D'accord. Donc là, voilà. Et donc progressivement, ils vont découvrir qu'il y a des élections régionales. En plus, on a dans un certain nombre de régions fusionné les anciennes régions, donc tout ça est un peu compliqué. Pour autant, les premières enquêtes qui ont pu être faites dans certaines régions un peu chaudes montre que la gauche est en fâcheuse posture dans bon nombre d'endroits, même si elle est peut-être en capacité, au bénéfice d'une triangulaire, de conserver des positions dans le sud-ouest, où là elle était très forte historiquement. Mais en Nord-Pas-de-Calais, Picardie ou en PACA, où la nièce et la tante se présentent pour le Front National, là on a le Front National qui serait aujourd'hui en pole position pour le premier tour. Et donc, ça rajoute aussi une difficulté politique très importante au Parti socialiste, parce que la gauche va être divisée. Apparemment, hormis l'appoint massif des radicaux de gauche, le PS va... Massif, c'était un trait d'humour de votre part? Ne pourra pas compter ni sur le Front de gauche, ni sur les Verts au premier tour. Et donc, cette gauche divisée risque, dans bon nombre d'endroits, d'arriver troisième. Si elle est troisième, avec un Front National qui est en tête, il y a une pression politique et morale qui va être très importante sur que fera cette liste de gauche au deuxième tour, avec l'idée que peut-être Marine Le Pen ou Marion Maréchal Le Pen puissent emporter ces régions, même si ce n'est pas le cas ou l'hypothèse la plus probable, mais sur le papier, le risque sera là. Je pose la question à l'envers. Quelles sont les régions que peut garder la majorité? Alors, nous, ce qu'on voit actuellement, c'est que sur la nouvelle région sud-ouest, donc Aquitaine, Poitou-Charentes, Limousin, c'est une des régions que potentiellement la gauche pourrait gagner. Sur la région Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, il y a 13 départements, 11 sont restés à gauche au départemental. Donc il y a quand même une possibilité que la gauche l'emporte ou conserve. Il y a une incertitude sur la Bretagne également, et puis aussi sur l'Île-de-France, parce que ce qu'il faut bien voir, c'est que dans toutes ces régions qu'on a citées, les deux dernières notamment, Bretagne et Île-de-France, le Front National, ce n'est pas là où il est le plus fort, mais il sera suffisamment fort pour être présent au deuxième tour. Et donc ça, c'est quand même un sérieux caillou dans la chaussure de la droite, puisque même s'il risque d'avoir un vote utile, et le Front National devrait baisser dans ces régions au deuxième tour pour essayer de faire gagner la droite, il y aura quand même toute une partie de l'électorat de la droite dure qui sera gelée, et ce qui peut, si la gauche est rassemblée, qu'elle a un bilan correct, permettre en triangulaire de sauver sa région au finish. D'accord. Alors, jusqu'à présent, lors de ces élections intermédiaires, et il y en a eu, l'exécutif tentait d'enjamber, le mot a été utilisé plusieurs fois, les scrutins. Est-ce que ce sera le cas cette fois-ci, puisque là, des élections en décembre déjà, juste avant les fêtes, est-ce que... Non, c'est impossible. Et juste avant COP21. Oui, on sera au moment de COP21, juste après, on sera juste avant les fêtes. Non, le gouvernement ne peut pas faire l'impasse et enjamber ces élections, pour plusieurs raisons. Il n'y a pas que l'impact des régions gagnées ou perdues. Il va y avoir l'impact moral, si j'ose dire, de la place du Front National. Ouais. Est-ce qu'à cause de la gauche et de son bilan, le FN prend une ou deux régions, Nord-Pas-de-Calais, Picardie et le Grand Sud-Est? Peut-être d'ailleurs aussi des performances dans l'Est. Est-ce que la gauche laisse passer le FN en maintenant ses listes au deuxième tour, alors que ces listes seraient arrivées troisième au premier tour? On a vu l'exemple avec Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ou bien est-ce que la gauche dit on retire nos listes, donc on n'a pas de conseillers régionaux pendant tout le mandat? C'est impossible. Donc on n'existe plus, mais on a sauvé, et c'est la droite qui quand même gagne. Ça, c'est pas tranché. Est-ce que la gauche passe un accord avec la droite, un front républicain, où nous faites quelques petites places, et puis comme ça, le FN est battu? Gros problème au soir du premier tour pour Valls, pour Hollande, et ça, ils ne pourront pas faire l'impasse et dire c'est des problèmes régionaux, que les instances régionales s'entendent. Enfin, une fois que tout ça sera passé, qu'on aura les dégâts, difficile d'échapper à un gros remaniement en janvier 2015, d'abord parce qu'il y aura peut-être des partants, et puis il faudra se dire qu'un gouvernement de guerre, de combat est nécessaire pour Hollande pour sa campagne présidentielle. Alors la seule chance, au fond, on a fait un petit peu le tour de tous les dossiers compliqués à gérer pour François Hollande et d'une manière générale pour le gouvernement et l'exécutif, la seule chance, ce serait que les primaires des Républicains se transforment en pugilat. On a assez peu parlé aujourd'hui de ce qui se passe dans l'opposition. On a un Nicolas Sarkozy qui a été assez actif. Est-ce qu'il profite, est-ce que la droite peut profiter de la situation dans laquelle se trouve aujourd'hui l'exécutif?
C'est vrai que toute la vie politique est totalement confisquée par la présidentielle. Les gens ne pensent qu'à ça. C'est pour ça que les régionales vont très très peu motiver. Moi, il y a des tas de gens. En plus, avec le changement de région, effectivement, comme vous disiez tout à l'heure, les gens ne savent pas très bien pour qui voter, quelle est l'instance, quelles sont les prérogatives des régions, tout ça. Donc moi, je pense que l'abstention. Alors, à qui va profiter l'abstention? Mais l'abstention risque d'être très très importante, à mon sens. Bon, alors la droite en ce moment. On ne peut pas dire que ça soit très brillant parce que chacun fourmille ses armes. On ne retient que ça de la droite. C'est pour l'instant, c'est ces problèmes de chef, ces problèmes de leader. À quel moment un tel François Fillon va publier son livre et Alain Juppé la même chose, le premier faux pas de l'un, etc. On ne mesure que ça. Et Nicolas Sarkozy, on ne peut pas dire qu'il fasse un sans faute. Enfin, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais dans l'ensemble, lui, par rapport aux autres qui semblent se positionner dans le combat idéologique, lui, il a l'air de dire, moi, je suis dans l'action, je suis à la manœuvre, je suis là, j'interviens sur les sujets d'actualité, il est intervenu sur le problème des éleveurs de porc, etc. Moi, je suis aux manettes, regardez, je suis capable d'agir. Il essaye de un peu restaurer son image et puis de se différencier des autres comme étant celui qui combat, qui est dans l'action et qui n'est pas là uniquement sur des positions... Et il dit, les régionales, c'est ma priorité. Oui, de la même façon, parce qu'il dit, moi, je suis un vrai politique, je ne suis pas là à faire des jolies phrases, à parler de mon idéal, à aller chercher de l'électorat un peu à gauche, comme Alain Juppé. Moi, je suis là pour combattre, pour faire valoir les idées de la droite et pour montrer que je suis capable d'agir. Je suis... Pour l'instant, vous n'êtes pas convaincu. Quand on parle avec des gens, on voit beaucoup de gens pendant ces vacances, des personnes qu'on n'a pas vues ou avec qui on parle, etc. Et la plupart des gens sont assez dépités. C'est-à-dire, est-ce qu'on va retourner avec, même les gens de droite, est-ce qu'on va retourner avec Nicolas Sarkozy? Il n'y a pas d'envie encore pour l'instant, il n'y arrive pas. Jérôme Fourquet, ça se voit dans les enquêtes. Et ensuite, Guilaine Ottenheimer. Ce qu'on constate dans les enquêtes, c'est que l'image de Nicolas Sarkozy est quand même assez dégradée. Qu'en fait, il n'y a pas de réelle appétence pour l'instant pour Alain Juppé. Notamment parce que la ligne qu'il incarne aujourd'hui n'est pas située au centre de gravité idéologique de la droite. C'est-à-dire qu'il est trop mou ou trop modéré, notamment sur les questions d'intégration et d'immigration, par rapport à ce que pense la base de la droite aujourd'hui. Néanmoins, même si Alain Juppé, donc il n'y a pas vraiment d'appétit, on voit que Nicolas Sarkozy est en difficulté dans la perspective des primaires. Alors il est encore dominant parmi les seuls électeurs des Républicains, mais on voit que la mayonnaise a quand même du mal à prendre parce qu'il y a un problème d'image et puis aussi parce que 2012 n'est pas encore effacé des mémoires et plus précisément même 2007-2012, cette période n'est pas effacée des mémoires et tous les problèmes qui remontent aujourd'hui à la surface, on le voit par exemple avec la crise agricole, quand il dit qu'il faut aujourd'hui baisser massivement les charges des agriculteurs. Mais ça, ce sont des problèmes structurels qui se posaient déjà il y a 5 ou 6 ans et donc il est renvoyé aussi à son bilan. Rentrée cruciale également pour l'opposition, Guilaine Ottenheimer, ou pas? Oui, c'est important pour Nicolas Sarkozy que ces régionales se terminent avec une belle victoire, parce que ça sera la preuve qu'il a remis en marche une machine efficace. Moi, j'entends ce qu'on dit sur le rejet de Nicolas Sarkozy, mais en même temps, je crois que cette élection présidentielle de 2017 va être une élection de double rejet. Et rejet de Hollande et rejet de Sarko. Alors, quel est le plus fort rejet? Moi, je ne sais pas. Je regarde les codes de popularité, je regarde le classement des préférés des Français. Je vois que quand même, Nicolas Sarkozy est très loin devant François Hollande. Et Nicolas Sarkozy a choisi une ligne très débridée, très à droite. Il faut voir sa dernière interview dans Valeurs Actuelles. Il n'hésite pas à dire qu'il va pêcher quand même les voix du Front National. Il insiste beaucoup sur l'immigration, sur les musulmans. Et moi, ce que j'entends, y compris dans les meetings des Républicains, c'est des gens qui, vis-à-vis de Alain Juppé, comme vous le disiez, sont un peu déçus. C'est trop mou. Vous savez, l'élection présidentielle, c'est un truc, on élu le chef, le sorcier. Il faut qu'il soit un peu balafré, qu'il cogne, etc. C'est curieux parce que, vous voyez, on parle des régionales et hop, on enjambe et on est déjà dans la présidentielle. C'est la dernière étape avant. Ce sera une répétition générale, ces régionales. Évidemment, Valérie Pécresse vous dira, il y a plein de pouvoirs, on peut faire des trucs avec les écoles, avec les ceci, avec la formation professionnelle. Mais personne ne sait. Ce sera un débat national. Personne ne sait quels sont les pouvoirs. Ils vont voter en fonction du débat national, les Français, pour ceux qui vont voter, parce que je pense qu'il y en aura une forte abstention. Les gens en ont ras-le-bol, mais c'est vrai qu'ils savent que c'est qu'au moment de la présidentielle qu'on peut faire un peu sauter le bouchon. Bon, et les gens en ont ras-le-bol, mais ils posent des questions. Vos questions maintenant, les questions SMS. Hollande et Valls sont-ils vraiment optimistes
ou n'est-ce qu'une façade, Christophe Barbier? Ils savent bien la difficulté des temps, ils sont optimistes par tactique. Ils sont optimistes par tactique pour dire aux Français, ben, voilà, on prend des coups sur la figure, mais on y croit encore, on est dans le volontarisme. Ségolène Royal l'a très bien résumé hier matin en expliquant qu'on ne fait pas ce métier, on n'est pas au gouvernement si on n'est pas fondamentalement volontaire. Donc c'est un optimisme de façade. Quelle est la cote de popularité de François Hollande et celle de Manuel Valls? Alors, François Hollande, il est entre 20 et 25% de bonne opinion. C'est son score. Hein. C'est son étiage. Depuis plusieurs mois, il est à peu près à ce niveau-là. Donc c'est 10 points de moins que ce qu'avait Nicolas Sarkozy à la même période de son quinquennat. Emmanuel Valls? Emmanuel Valls, il est nettement plus haut, aux alentours de 35%. Ça peut poser un problème à un moment donné, cet écart-là, non? Alors, écoutez, il faudra voir comment les choses vont évoluer. Ça posait un problème avant les attentats, quand Manuel Valls et François Hollande étaient très écartés en termes de cote de popularité, mais que Manuel Valls avait encore une fenêtre pour jouer sa propre partition. Depuis les attentats, ils sont idéologiquement sur la même longueur d'onde. Et donc, même si Manuel Valls était porté par les sondages, ce serait très difficile à lui de vendre une autonomisation. A-t-on besoin, tiens, j'aime beaucoup cette question, on l'a posée tout à l'heure, mais a-t-on besoin d'un ministre du Travail? Oui ou non? On a besoin d'un ministre des Relations sociales, parce que le dialogue social peut se dégrader. Il faut quelqu'un, mais ça peut être un secrétaire d'État qui connaît bien ces choses-là, qui fasse parler entre eux les syndicats et les patrons. Sinon, le pays peut se brider. Mais en revanche, je pense que la partie création d'emplois, travail, doit rejoindre maintenant celui qui fait des lois ponctuelles, pointues, pour que dans chaque secteur, ça se débloque. Quand Macron s'occupe du numérique pour qu'on puisse créer des start-up dans ce pays, c'est bien lui le ministre de l'emploi du futur, de l'emploi de demain. Quand il fait les bus pour que les gens puissent circuler, que ça fasse un peu de mobilité, puis que ça crée l'activité. Donc, le ministre de l'emploi, ça doit être Macron. Il faut un ministre des relations sociales, un ministre du dialogue social. Et là, Alain Vidalis, avec sa rondeur, ses réseaux, devrait ferait ça très bien. Malgré une conjoncture internationale favorable, Hollande paraît incapable de faire repartir l'économie. Pourquoi? C'est justement la grande déception des Français. Non seulement l'économie mondiale repart, mais, enfin, sauf ce qui se passe en Chine. On sait jamais, qui est une inquiétude. Parmi l'optimisme, des raisons de l'optimisme de la gauche aujourd'hui, c'est qu'on ne sait jamais ce qui arrive dans un pays. On peut avoir demain des gros bouleversements avec une énorme crise chinoise et un dérapage de l'économie. Donc à ce moment-là, il a l'image du type apaisant qui tient le navire. On ne sait pas ce qui peut arriver, vous savez. Donc on s'accroche jusqu'au dernier moment. Et donc, moi, je pense qu'une des raisons pour lesquelles ce pays ne repart pas, c'est le taux des charges et des impôts. Quand vous faites le calcul, vous investissez 100 dans ce pays, vous allez en garder 50 en Angleterre ou aux États-Unis, ou 60, et en France, vous allez en garder 20 ou 30. Et quand vous avez payé la tranche marginale plus la CSG, voilà, vous ne prenez pas des risques. Ça dure 5 ans, la création d'entreprise ou la création de richesse. Tous les acteurs sont d'accord. C'est 5-10 ans. La phrase, elle était rude, hein, cette question. Incapable de faire repartir l'économie. Quand on bride à ce point... alors, c'est pas que la faute de François Hollande, parce qu'il faut savoir que ça fait quand même des années qu'on augmente les impôts. La droite a autant augmenté les impôts. Mais il arrive à un moment où ça devient, en comparaison avec les autres pays, insupportable. Les patrons qui ont bénéficié des aides de l'État embauchent-ils aujourd'hui? Pas tous. Pas tous. Hein. Il y a des études qui ont été faites là-dessus, pas tous. Et c'est effectivement ce qui fait que la gauche de la gauche est si mécontente de l'argent qu'on donne aux entreprises, effectivement, sans contrepartie, c'est ça. Mais il y en a qui investissent, il y en a qui refont leur Il y en a qui investissent, il y en a qui, etc. L'embauche serait peut-être morte sinon. Mais peut-être que effectivement, l'idée c'est pas ça. Les entreprises n'ont pas besoin qu'on leur donne de l'argent. On a besoin qu'on leur prélève pas l'argent au moment où elles sont en train effectivement d'avoir de l'activité, d'avoir des commandes, etc. Et il y a toujours des prélèvements et c'est pas parce qu'à un moment donné, ils vont recevoir une somme que ça va changer la donne. Ce que suggère aussi cette question, c'est l'absence de lisibilité sur les résultats des baisses de charges des entreprises. Et c'est une difficulté politique, j'imagine, non, Christophe Barbier? C'est une difficulté politique. C'est étalement très compliqué de la réforme engagée il y a 2 ans et rend les choses illisibles, donc inexploitables politiquement. Et puis surtout, il faut faire le travail à fond. C'est-à-dire, si on veut que les baisses de charges, c'est-à-dire le travail sur ce qu'on fait rentrer dans les caisses de l'État, soit vraiment efficace, si on baisse ses charges, il faut commencer par baisser les dépenses. Et donc il faut s'attaquer à la réforme de l'État et à la réforme du système. Il y a une question qui n'a pas été résolue en France,
à gauche, mais aussi un parti à droite. On voit que tous les pays, avec la mondialisation, la compétitivité, ont baissé les salaires, ont baissé les prestations sociales. Et la France, elle, veut résister à ça. Et veut défendre son modèle social. Nicolas Sarkozy va-t-il passer à la vitesse supérieure à partir de cette rentrée? Il a intérêt. Oui, Ah oui. il en a envie. Autant en communication commencé. et en agitation, Ouais. on l'a vu, on l'a retrouvé, autant en proposition de fond, on a l'impression d'un petit mélange du 2007 et du 2012 pour aller attraper les voix du FN. Où sont les idées neuves? Où est la proposition de Sarkozy où on s'est dit, nous tous, où les Français se sont dit, ah ça c'est nouveau, on l'a pas essayé. Ah là il a bossé. Nulle part. Mais il ne va pas les sortir tout de suite. Hein. Fillon fait des tas de propositions, il prêche dans le désert. Juppé fait sa rentrée sur l'éducation et autres propositions. Le maire promet un grand livre programmatique pour le début 2016. Quand est-ce que Nicolas Sarkozy va dire, si je reviens, ça ne sera pas la même chose? Il attend ce que dit Guylaine Mais il n'a pas intérêt, c'est la course de vélo, vous savez, vous n'avez pas intérêt à... Voilà, il n'a pas intérêt à le faire maintenant si on le considère comme un candidat à la primaire, donc évidemment, il faut garder des atouts dans la manche. C'est un ancien président. Il a 50 bilans à défendre, il a cette expérience. Il devrait se mettre au-dessus de ce jeu tactique. Que Bruno Le Maire ne veuille pas dévoiler une idée de peur qu'on lui pique, je comprends. Que Nicolas Sarkozy, ancien président, s'il a une idée pour redresser le pays, la garde pour des raisons tactiques, je pense que c'est pas habile. Oui, mais il pourrait avoir une idée générale, comme son histoire, comme travailler plus pour gagner plus, c'était formidable. Et ça impliquait un tas de réformes connexes, si vous voulez. Il faudrait qu'il trouve un axe général qui soit quelque chose qui ait de la force et qui entraîne les gens derrière lui. Les syndicats sont très calmes depuis l'élection de François Hollande. Peut-on s'attendre à un changement d'attitude à la rentrée? Jean-Claude Mailly veut déjà peut-être boycotter le sommet social d'octobre. Ça ne se parle plus beaucoup, voire plus du tout, entre patrons. Et donc, le climat est un calme d'avant la tempête. Maintenant, arriver à mettre 2 millions de gens dans la rue et bloquer le pays, quel syndicat peut le faire aujourd'hui? Aucun. Puis les syndicats sont divisés entre eux, et au sein même des syndicats, rappelez-vous ce qui s'est passé à la CGT, il y a des fractures très importantes. Donc là aussi, on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, il n'y a pas de lumière au bout du tunnel qui permettrait de mettre les gens en mouvement. Quel que soit le parti au pouvoir, les résultats restent similaires. Le vrai problème n'est-il pas notre modèle économique? Oui, modèle social et modèle économique, bien sûr. Il est beaucoup trop coûteux, beaucoup trop lourd. On est le 4e pays en nombre de fonctionnaires. Le nombre de fonctionnaires a encore augmenté depuis l'arrivée de François Hollande. Il avait un peu baissé du temps de Nicolas Sarkozy. On est le 1er ou le 2e, suivant les statistiques, en termes de prélèvements fiscaux et sociaux. C'est très lourd. Alors que tous les autres pays se sont allégés, sont devenus plus légers, plus alertes. Alors on peut rester dans notre petit village d'Astérix, en dire nous on va résister, nous on a des idéaux, nous on a l'école gratuite depuis les 1 an jusqu'à 25 ans. Voilà, ça n'existe plus nulle part. Combien de temps on va tenir? Parce que nous on était les seuls à faire des voitures avec les Allemands et les Anglais, maintenant il y a des Chinois, il y a des Brésiliens, Et le problème, les c'est pas Africains vont bien alors, se c'est pas faire. nos salaires qui sont trop élevés, parce qu'on a toujours dit les salaires ne baissent pas. Les salaires ne sont pas très élevés en France, vous savez. C'est-à-dire qu'ils ne progressent pas bien. Mais ce sont les Il y a d'autres charges, questions. ce sont les charges des entreprises. C'est du côté des charges qu'il faut faire le travail, parce que 1 200 milliards de dépenses publiques, 57% du PIB, c'est gigantesque. Mais on ne va pas dire qu'on va baisser les salaires. Vous vous rendez compte, les gens qui travaillent et qui, au bout du mois, ont une fiche de paye avec 200 c'est euros. pas comme ça qu'on se fait élire. C'est la facture, baisser les salaires. Mais oui. Allez, on avance. Qu'est-ce qui fait croire à Hollande qu'il a ses chances pour 2017? Hélène Bichowski. Son optimisme incorrigible. Non, mais vraiment. Non, je pense qu'il table sur un rassemblement autour de sa personne, sur sa capacité à rassurer, sur sa capacité, sur la peur du vide parfois des Français qui se disent finalement on l'a, il n'est pas si mal, d'accord, il ne nous satisfait pas, mais dans le fond on n'a rien à craindre de lui, il ne fait pas peur, alors ça peut être ça. Mais bon. On connaît son histoire, la sienne, qui est quand même surgie après l'affaire Strauss-Kahn, celle de Chirac, qui quelques mois avant 2002, personne ne pariait sur lui. Quelques mois avant 95, tout le monde pariait sur Balladur. Donc il connaît son histoire politique. Il pense aussi qu'à droite, il n'y aura pas seulement un pugilat, qu'il peut y avoir une sécession et 2 candidats, ce qui lui garantirait d'être face à Le Pen au 2e tour. Allez, une dernière question. N'aurait-il pas été plus important de faire un sommet sur le chômage et l'économie que sur le climat et l'écologie? Il y a ça, il y a le G7, il y a le G20. Il y a des réunions en septembre, les G7, G20 de l'économie et des finances. En octobre ou novembre, le G7, G20 des chefs d'État. Il y a des instances internationales. Encore là, c'est la France qui se met en scène et qui reçoit le climat, la COP21 sur le climat. Non, mais là où vous avez raison, c'est que François Hollande communique beaucoup sur cette COP21 en disant si j'ai des résultats, les Français vont reconnaître que je suis un grand chef d'État. J'en suis pas certaine. François Hollande va-t-il maintenir le cap au centre-gauche? Oui. Oui. Là, il y aura a priori pas de surprise. Il a quand même un peu cette conviction et en plus, il n'a pas intérêt à changer. Il peut rassembler là-dessus quand même.